C'est parti. Alors du coup, en préambule, permettez-moi de rappeler un chiffre, parce qu'on sait que les études montrent que 80% des opérations qui impliquent un transfert de personnel, que ce soit un rapprochement d'entités, une fusion, une acquisition, donc 80% de ces opérations n'atteignent pas les objectifs business et opérationnels qui sont visés au départ. Bon, en réalité, le taux il est entre 70 et 90%, mais au-delà du chiffre, ce qu'on voit, c'est que la plupart des études et analyses montrent que le capital humain est un facteur déterminant de la réussite de l'opération. Et plus exactement, c'est une mauvaise prise en compte du capital humain qui peut être un facteur d'échec. Et c'est trop souvent qu'on voit que le facteur humain et la nécessité de prendre en compte les besoins et attentes des individus qui sont l'objet du transfert, la nécessité d'accompagner les équipes et de co-construire avec eux l'opération, comme on ferait pour un véritable projet de changement, tous ces aspects-là sont sous-estimés, ce qui conduit à une non-atteinte des objectifs. Alors ce matin, c'est pour cette raison qu'on nous a semblé intéressant de réunir trois experts, qui sont trois personnalités, vous verrez, qui vont vous livrer un regard croisé de ces enjeux, de ces problématiques que soulève une opération de transfert d'activité de personnel. Alors, avec nos trois intervenants ce matin, l'objectif est d'aborder à la fois des problématiques juridiques, des problématiques RH et des problématiques opérationnelles et managériales. Donc les principales questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui sont, d'un point de vue juridique, quelles sont les obligations et règles qui encadrent ce type d'opération, et on fera un focus tout particulier sur l'article 224-1 du Code du travail. En second lieu, on va aborder les enjeux d'un point de vue RH, comment réussir l'intégration des collaborateurs transférés, comment répondre à l'ensemble des problématiques que l'opération soulève, à la fois au niveau individuel, mais également au niveau du collectif, au niveau de l'entreprise d'une façon générale. Et enfin, d'un point de vue opérationnel et plus particulièrement pour le corps managérial, que faire pour assurer la continuité des activités et des opérations dans un contexte lié à un projet de transfert? Que faire pour impliquer les managers qui, on le dit, on le rappelle souvent, sont le relais le plus efficace et à privilégier en matière d'accompagnement du changement auprès des collaborateurs? Alors, je vais vous présenter donc nos trois intervenants. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Donc vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes spécialisée en droit social et votre cabinet Alterlex accompagne les opérations de fusion-acquisition. Absolument. Bonjour Corinne. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Bienvenue. Donc vous êtes HR Business Partner au sein de l'entité CHFS, Conisant Horizon Financial Services. Vous êtes diplômé en sciences humaines et sociales. Vous êtes également coach en transition professionnelle et au cours de votre carrière, vous avez accompagné à plusieurs reprises des opérations d'intégration et de transfert de personnel en tant que responsable RH, en majorité du côté du repreneur, de l'entité d'accueil des personnes transférées. Tout à fait. Et enfin, notre troisième intervenant, bonjour Frédéric. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Donc vous êtes responsable des activités de Conisant avec les acteurs de l'industrie financière en France. Vous êtes diplômé d'un master en banque finance, vous êtes certifié ProSci en conduite du changement. Vous avez successivement travaillé pour la Société Générale, Natixis et Dexia dans des fonctions d'audit interne, de direction d'activités de marché, de back-office et de services informatiques. Vous avez également travaillé pour Ben comme advisor auprès d'institutions financières. Et ce parcours vous a amené à différentes reprises à travailler sur des opérations de fusion, de rapprochement, de transfert d'activités. Donc ce matin, vous allez partager avec nous ces expériences et les leçons que vous en avez tirées. Alors, simplement, pour démarrer notre webinaire, je vous invite tous, donc l'ensemble des participants, à utiliser le chat. Donc, il y a en bas à droite, vous avez le bouton de chat. Et on voulait vous poser une question assez simple. Elle est la suivante, c'est lorsqu'on vous parle d'une opération de transfert d'activité, d'une opération de fusion, d'acquisition, de rapprochement, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Activité. Alors, Ouais. les différents types d'opérations que l'on rencontre dans un transfert d'activité de personnel sont la fusion-absorption d'une entreprise par une autre, la cession globale du fonds de commerce d'une entreprise vers une autre, puis des transferts plus partiels, comme celui d'une branche d'activité, une entreprise transfère à une autre entreprise, une business unit ou un département. Et vous avez enfin le recours à une entreprise extérieure lorsque l'on externalise une activité, qu'on la confie notamment à un prestataire, ou bien changement de deux prestataires successivement sur une activité. Et puis enfin,
l'inverse, la reprise en gestion directe d'une activité confiée précédemment à un tiers. Alors, si on parle de l'article 1224-1, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots concrètement, quelles sont les conditions d'applicabilité, quelle place joue cet article dans ce type d'opération? Alors, l'article est fondamental en ce qu'il doit s'appliquer sur une opération. Pourquoi? Parce que s'il ne s'applique pas, vous n'avez pas de transfert automatique des contrats de travail, ce qui veut dire qu'il vous faut obtenir l'accord individuel de chaque salarié pour qu'il accepte de suivre l'activité transférée et de changer d'employeur. Vous imaginez que c'est problématique lorsque notamment un nombre important de salariés est concerné par l'opération, l'acquéreur ne pouvant pas subordonner à une acquisition au fait que l'ensemble des salariés l'acceptent. Donc, pour éviter cette difficulté, la question est toujours de se poser si le transfert peut être automatique et donc si l'article L 1224-1 du Code du travail s'applique. En pratique, la jurisprudence vous dit. Parfait. OK. Donc, j'en étais aux conditions d'applicabilité de 1224.1. La jurisprudence vous dit, en fait, non, pardon, juste précédemment. Quand on a un transfert global d'activité, il n'y a pas de sujet. Quand vous êtes en fusion-absorption, quand vous êtes en cession globale de fonds de commerce, l'article 1224.1 s'applique automatiquement. En revanche, la difficulté que l'on rencontre, c'est lorsqu'on est sur un transfert partiel d'activité, une cession de branche ou une externalisation de services. Dans cette hypothèse, il faut, dit la jurisprudence, pour que le texte s'applique, qu'il y ait transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cela veut dire quoi? Il faut transfert d'une entité économique dite autonome. On va étudier l'ensemble des éléments qui composent l'activité transférée. On va d'abord étudier le personnel pour voir si on a un personnel dédié à l'activité avec une compétence spécifique, en ce qu'il ne doit pas y avoir d'interchangeabilité sur cette activité entre l'ensemble des salariés de l'entreprise. Vous allez ensuite étudier s'il y a transfert ou non d'éléments corporels, le matériel, les équipements, le stock, les outillages divers et variés, et puis enfin, ou les locaux, et enfin les moyens incorporels, à savoir est-ce qu'à l'occasion de ce transfert, il y a transfert d'une clientèle, transfert de marque. La jurisprudence ne vous impose pas le transfert de tous ces éléments pour qu'il y ait entité économique autonome, mais elle va étudier la composition de l'entité et la présence de certains éléments pour voir si l'on est en présence d'une entité bien distincte qui a ce caractère d'autonomie. Pour vous donner un exemple, lorsque l'on externalise le département, par exemple, informatique d'une entreprise, eh bien, si vous avez un personnel dédié, c'est quasi certain, reste à savoir si des éléments supplémentaires tels que des locaux ou des matériels sont transférés, et là, on caractérisera l'entité économique autonome et donc l'application de l'article L1224.1. Si tel n'est pas le cas, si vous avez une activité qui se scinde et où une partie est transférée, une partie est conservée par l'entreprise cédante, vous n'aurez pas l'application de l'article. Alors, quand les conditions d'applicabilité sont réunies, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les conséquences lorsqu'on peut appliquer cet article? Quelles sont les conséquences en termes de transfert? Alors, vous avez plusieurs conséquences. Au niveau du contrat de travail individuel, le transfert est automatique. Le salarié ne peut pas s'opposer au changement d'employeur qui lui est imposé par le transfert, étant précisé que les conditions du contrat sont maintenues en ce que l'ancienneté est reprise par le nouvel employeur, sa qualification, ainsi que sa rémunération, bien évidemment. S'agissant en revanche de la situation qui porte sur les accords collectifs de l'entreprise sortante, ces accords collectifs sont mis en cause par l'opération de transfert. Les salariés transférés, dès le jour du transfert, se voient appliquer et bénéficient des accords collectifs de l'entreprise d'accueil. Ils s'appliquent immédiatement. En revanche, les accords collectifs de l'entreprise sortante dont bénéficient les salariés transférés jusqu'au transfert sont mis en cause et une période de 15 mois va s'ouvrir, enfin de 3 plus 12 très exactement, pour que une négociation s'ouvre avec l'entreprise d'accueil, à défaut de quoi, à l'issue de cette période de 15 mois, l'ensemble des avantages collectifs de l'entreprise sortante, des salariés transférés, disparaissent. Donc, c'est un point
essentiel à l'occasion des opérations de transfert, parce qu'on peut imaginer une entreprise sortante avec des accords collectifs extrêmement avantageux et une entreprise d'accueil avec des accords collectifs beaucoup moins avantageux. Donc, la position qui est de dire j'attends 15 mois, je négocie ou je fais semblant et à l'arrivée je fais disparaître et n'est pas la bonne. Elle est en général assez rare. L'idée est de négocier des accords pour que ces avantages collectifs soient repris, soit modifiés et qu'on ait une forme d'harmonisation à terme avec la situation de l'entreprise d'accueil. Vous avez plusieurs options d'accords qui peuvent être négociés. Soit on négocie en amont avant le transfert. Vous avez l'accord de transition qui dure au maximum 3 mois et pendant lequel on maintient les avantages collectifs de l'entreprise sortante pendant 3 ans, pardon, une durée maximum de 3 ans. Vous avez l'accord d'adaptation, toujours en amont du transfert, avant l'opération, où là, on va prendre certains avantages collectifs de l'entreprise sortante et tenter de les harmoniser dès à présent avec ceux de l'entreprise d'accueil pour avoir un statut conventionnel unique. Et puis, si vous ne faites rien avant le transfert, eh bien, après le transfert, vous ouvrez les négociations et vous pouvez aboutir à un accord de substitution qui va adapter les dispositions conventionnelles antérieures à de nouvelles dispositions applicables, puisque l'on crée de nouvelles dispositions. C'est l'exemple, par exemple, d'une convention collective de branche avantageuse qui disparaît, mais on en maintient certaines dispositions dans un accord de substitution, telles que, par exemple, les indemnités de licenciement, les indemnités de départ en retraite. Voilà pour les accords collectifs. Enfin, les mandats des salariés élus ou désignés, la règle est assez simple. Si l'entreprise cédée devient un établissement distinct, ou bien si l'opération porte sur plusieurs établissements distincts qui le restent, en ce que les périmètres d'élection et de désignation sont maintenus, les mandats subsistent. À défaut, si l'entreprise transférée se fond quelque part dans l'entreprise d'accueil, les mandats et que les périmètres de désignation et d'élection disparaissent, les mandats disparaissent. Les salariés concernés gardant la protection attachée aux anciens mandataires. Mais c'est tout. Alors, quand on est en phase de préparation du transfert, je suppose, enfin, il doit y avoir des obligations en termes de consultation, de calendrier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces obligations vis-à-vis des organes à consulter? Alors là, c'est relativement simple, c'est l'obligation habituelle de consultation des CSE. Donc, vous avez l'obligation de consulter tant au niveau de l'entreprise cédante qu'au niveau de l'entreprise d'accueil les CSE. Vous avez une obligation de le faire avant le transfert. Il y a un délai de consultation d'1 mois pour que les CSE émettent leur avis et vous devez présenter au CSE les modalités de l'opération, le calendrier de l'opération, les conséquences éventuelles sur l'emploi et les conditions de travail, et puis éventuellement aussi les impacts sur la santé, les risques psychosociaux. Ce sont les consultations habituelles des CSE, mais elles sont impératives avant toute opération de transfert. Très bien. Merci Catherine. Alors pour faire la transition vers les problématiques RH opérationnelles, en tout cas merci pour cet éclairage juridique. De ce que vous avez vu des opérations que vous avez pu accompagner, quel est selon vous le rôle de la DRH dans un contexte de ce type d'opération? De ce que vous avez pu observer, quelles sont les attentes de l'entreprise et des collaborateurs vis-à-vis de la DRH? Alors, les attentes sont importantes et le rôle est essentiel d'une DRH dans une opération comme celle-ci. Parce qu'en fait, en amont de l'opération, en collaboration avec les juristes évidemment, sur ce point, la DRH va déjà étudier le caractère applicable ou pas du fameux article L1224-1, puisque il est sujet potentiellement à contentieux. Donc, il y a un vrai travail d'étude préalable pour bien vérifier que cet article s'applique. Il y a ensuite un processus d'audit social qui s'impose, puisqu'il convient d'étudier les avantages, la situation des salariés de l'entreprise, des salariés transférés. Vous imaginez, comme je l'ai dit tout à l'heure, si des avantages collectifs importants existent, il va falloir les évaluer, il va falloir évaluer les coûts, parce que ça, c'est ce qu'attend la direction s'agissant de l'entreprise d'accueil. Et puis, le DRH, évidemment, consulte les CSE avant l'opération et entre en voie de négociation, avant ou après, s'agissant des accords collectifs. Ça, c'est vis-à-vis de l'entreprise et de sa direction. Et pour ce qui est des salariés, le rôle est fondamental, à mon sens, parce qu'il y a un vrai rôle pédagogique à jouer
de la part du DRH. Vous avez d'abord les salariés transférés, ceux qui viennent vers l'inconnu et qui changent d'employeur. Je pense que ils savent ce qu'ils quittent, ils ne savent pas qui ils vont rencontrer. Donc il y a un vrai travail pédagogique de la part de la DRH qui va devoir les rassurer, qui va devoir leur expliquer l'opération, leur présenter la nouvelle entreprise et puis le sort de ces fameux avantages collectifs qui potentiellement peuvent disparaître. Et je terminerai sur un autre rôle de la DRH s'agissant des salariés, c'est ceux de l'entreprise d'accueil. Parce que là aussi, il peut y avoir des questions, des interrogations et des angoisses. Vous avez des salariés qui voient arriver un nombre parfois important de salariés qui vont s'interroger sur des éventuels doublons, qui vont s'interroger sur une réorganisation. J'ai du PSE tout à l'heure, c'est les interrogations qui se posent spontanément à l'occasion d'une opération de transfert. Donc, il faut rassurer les salariés sur ce point également. Et puis, toujours la dualité des avantages collectifs qui peut créer quelques tensions ou quelques interrogations. D'où le rôle fondamental de la DRH dans une opération comme celle-ci. Merci Catherine. Je rappelle juste, chers participants, que vous avez le chat. Donc il y a quelques questions qui commencent à être posées dans le chat et on y reviendra juste après l'intervention de Corinne. Alors justement, je me tourne vers vous, Corinne. Alors vous êtes HR Business Partner, vous avez été dans des opérations de transfert plutôt du côté du repreneur, de l'acheteur. Alors ce qu'on aimerait savoir dans un premier temps, c'est selon vous, voilà, quels sont les enjeux en matière de ressources humaines à la fois lorsqu'on est en phase de préparation du transfert, mais aussi lorsqu'on est en phase de mise en œuvre de ce type d'opération. Alors, effectivement, il faut distinguer les deux phases, Bertrand, la phase de préparation et la phase de mise en œuvre. Pour l'une et l'autre, les enjeux RH sont un peu différents. Pour ce qui concerne la phase de préparation, les enjeux principaux que j'ai eu à relever, c'est dans un premier temps de rassembler toutes les informations qui sont utiles à l'administration future de ces ressources, à la gestion du personnel. Toute la prise de connaissance de l'historique individuel des collaborateurs qui vont être donc transférés, et puis une prise de connaissance et une analyse très fine des accords collectifs qui, dans le cas que j'ai vécu, étaient donc maintenus pour une période de 3 ans avant la renégociation d'un accord de transition. Et donc, il est extrêmement fondamental de recueillir toutes ces données qui concerne le personnel, la population transférée. Le recueil, c'est une chose, mais s'il permet d'identifier les écarts éventuels avec on va dire les traditions, les habitudes et les conventions, la convention de l'entreprise accueillante. Comme l'expliquait Catherine, dans le cas d'un transfert, on reprend les contrats ISO. Donc, en plus d'avoir identifié ces écarts, il faut se mettre en capacité de les intégrer dans nos systèmes. Enfin, il faut établir un planning de cette intégration, un calendrier qui sera dans un premier temps que théorique parce que une fois qu'on est dans la vraie vie et sur le terrain, ce calendrier, il est nécessaire de le faire évoluer en fonction de la confrontation de ce que nous vivons sur le terrain. Et puis dans la phase de mise en œuvre, l'enjeu, il se résume par les trois verbes qu'on voit à l'écran, rassurer, intégrer, communiquer, et communiquer avec beaucoup de pédagogie. Dès le début de la mise en œuvre, en fait, et pour faciliter la mise en œuvre, il faut établir le contact pour construire les bases d'un dialogue social. Et ça va être, on va dire, un socle de confiance qui va établir la sérénité et qui va accélérer, on va dire, le succès d'une intégration. Et par rapport au rôle du DRH sur ce type d'opération, au sein de l'entreprise, on a donc la direction générale, les managers, les collaborateurs, on a des populations qui ont des attentes certainement différentes. Mais quelles sont pour vous les attentes exprimées vis-à-vis de la DRH par ces trois grandes populations? Alors là, vous soulevez 3 questions, Bertrand. Tout d'abord, le rôle du DRH.
la direction des ressources humaines est à l'intersection en fait de plusieurs acteurs dans le cadre d'un transfert. On a vu qu'on a la population des salariés transférés, éventuellement dans certains cas de figure la population des salariés qui accueillent. L'expérience que j'ai vécue, c'est une entreprise qui s'est constituée pour accueillir, donc on n'avait pas de salariés d'accueil à proprement parler, mais on avait tous les salariés du groupe auquel la filiale en question appartenait. Il y a l'acteur du côté des juridiques, il y a la DRH de l'entreprise cédante, notre propre direction générale, les élus, et tout cet écosystème peut avoir des attentes différentes. Et le rôle principal de la direction des ressources humaines, c'est d'établir le contact et d'intégrer la population accueillante. Et tout ça en fonction des paramètres de tous ces acteurs dans l'écosystème de l'opération de transfert. Donc, on a vu que la DRH était fortement sollicitée en amont du projet de transfert. Jusque-là, cette sollicitation, elle est très administrative et il n'existe pas encore de véritable contact humain. Et donc, le contact, il va falloir le provoquer, il va falloir le stimuler et l'intensifier à partir du jour de l'intégration. Du day one du transfert, comme on dit, par différentes une panoplie d'outils. On a mis par exemple en place un certain nombre de petits déjeuners informels pour établir le contact avec les collaborateurs, avoir cette prise de connaissance qui nous échappe, contrairement à un recrutement classique où par différentes phases d'entretien, on prend le temps de rencontrer les collaborateurs. Ce temps, il faut le prendre au moment du transfert. Pour ce qui concerne les attentes de l'entreprise, réussir un transfert réussi, c'est un transfert auquel a succédé une intégration réussie. Et pour mesurer ça, la rétention des talents est un indicateur important. Donc l'attente de l'entreprise, c'est qu'on mette tout en œuvre pour que cette intégration soit un succès et que les talents se projettent et que ce projet devienne aussi le leur. Les attentes des employés, elles sont assez elles relèvent de certains fondamentaux en fait. Elles sont assez basiques, se sentir considéré, être écouté. Comme l'a dit tout à l'heure Catherine, une opération de transfert, c'est une opération à laquelle ils sont obligés de se soustraire. Donc, ils subissent l'événement et à un moment donné, il faut pouvoir leur donner la parole pour que ce projet devienne aussi le leur. Donc, en tant que professionnel des ressources humaines, je suis convaincue que ce qui est important est souvent invisible. Et donc, les attentes des collaborateurs, il faut aller les chercher. Et le bon moyen, c'est d'organiser ces mises en contact rapidement pour essayer de lever les freins éventuels à leur projection dans l'entreprise accueillante. Alors, au niveau de l'organisation de la fonction RH et des processus RH en tant que tel, on voulait savoir, selon vous, quels sont les process RH qui sont clés dans le cadre d'un transfert de personnel? Est-ce qu'il y a des process RH sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, sur lesquels il faut travailler, l'adapter, redesigner, puisque on mixe des populations qui sont peut-être parfois différentes, hein. Donc, quels sont selon vous ces process RH qui doivent être travaillés et privilégiés? Alors, toujours sur la base de mon expérience, moi j'ai identifié que les premiers processus sur lesquels j'ai attiré mon attention, c'est l'administration du personnel et l'administration de la paye. Ce sont les processus qui sont les premiers visibles et
garantir leur succès, c'est aussi garantir la confiance qu'on va établir avec les collaborateurs. Donc, un bulletin de paye bien compris, savoir comment on pose ses congés, c'est des questions, c'est les premières questions qu'un collaborateur au moment du transfert va se poser. Et bien sûr, après, il viendra d'autres questions, mais les premiers processus clés sur lesquels on n'a pas le droit de se rater, c'est cela, il me semble. Donc, ça s'articule autour de plusieurs actions. Il y a comment on va aligner avec les outils internes de l'entreprise accueillante ces aspects-là. Dans le cas particulier que j'ai expérimenté où il y avait une cohabitation de conventions collectives, eh bien, il faut paramétrer les spécificités et les avantages spécifiques des collaborateurs qu'on accueille. Et puis, bien sûr, en toile de fond, communiquer sur ces aspects nouveaux, former à l'utilisation de nouveaux outils comme celui qui permet de poser les congés, par exemple. Alors après, dans le cycle de vie d'un collaborateur, il y a plein d'autres choses, les évaluations, l'évolution des compétences, la gestion des carrières, le recrutement, mais tous ces aspects concernent des processus qu'on peut tout à fait appliquer, quels que soient les univers d'entreprise. L'adaptation, elle va se faire au niveau de la prise en compte du profil spécifique des populations qu'on accueille, notamment dans le cas où les profils qu'on transfère concernent des nouveaux métiers pour l'entreprise accueillante. C'est ce que j'ai pu expérimenter. Alors, on le dit, hein, ces opérations, on le voit, ont un impact social et humain assez important. Et pour chercher à alléger l'impact et à l'atténuer, en termes de gestion de ce capital humain, quelles sont vos recommandations? Et donc, ce sera ma dernière question pour vous, Corinne. Quelles sont vos recommandations, celles que vous pouvez partager avec nous? Je dirais que le temps doit être considéré comme un allié et pas comme un ennemi. Donc, il faut savoir se donner le temps dans une opération de transfert. S'organiser, oui, mais sans se presser. C'est vraiment un allié et quand on investit du temps pour mieux connaître les gens, ça n'est jamais du temps perdu. Ça permet de désamorcer beaucoup de craintes, beaucoup de problèmes en amont. Et donc, je recommanderais de prendre le temps. J'ai eu la chance aussi, dans le cadre de mon expérience, qu'une équipe RH dédiée à cette opération ait été constituée. Je pense que ça a été un atout dans le succès de l'intégration. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que le DRH, la direction des ressources humaines, comme on le disait tout à l'heure, au carrefour de l'opération, ne détient pas toutes les expertises. Donc, il faut s'appuyer sur nos juristes internes ou externes en fonction des organisations, sur les compétences des services marketing, de communication, les services facilities, s'appuyer sur les managers qui sont nos premiers sponsors dans le cadre les premiers relais de communication, sur des experts en accompagnement du changement, sur les élus, parce que c'est des partenaires dans cette opération, et maintenir un dialogue permanent avec eux, comme on a su le faire avec l'aide de Frédéric, ça me paraît fondamental pour une suite apaisée d'un transfert. Merci beaucoup, Corinne. Alors, avant de vous donner la parole, Frédéric, on va faire juste un petit point sur les questions, parce qu'on a eu quelques questions qui ont été posées. Alors, j'en prends une qui s'adresse à vous, Catherine. Alors, selon votre expérience, Catherine, diriez-vous que la complexité juridique sur ce type d'opération peut s'avérer être sous-estimée? Alors, elle peut l'être dès lors que tous les employeurs ne connaissent pas parfaitement l'article L224-1 du Code du travail, mais c'est très rapidement, ça s'arrête très vite dès que les conseils juridiques arrivent, les avocats, pour leur expliquer que si cet article ne s'applique pas, ils n'auront pas le transfert automatique des contrats de travail. Donc,
C'est complexe, certes, ça doit être étudié, mais c'est impératif. Très vite, ils comprennent que cet article est fondamental. Donc, le sous-estimer est une très mauvaise idée parce que considérer qu'un article s'applique pour au final se retrouver en contentieux et avec une remise en cause potentielle, il y a quand même une jurisprudence importante sur l'article L224 et très dangereux. Vous imaginez une reprise avec un article qui s'applique pour s'entendre dire ensuite qu'il ne s'appliquait pas. Donc le sous-estimer est une erreur, c'est certain, et les avocats sont souvent là pour le rappeler très rapidement. Très bien, merci Catherine. Alors maintenant, Aurélie? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Merci beaucoup Corinne et Catherine pour ces points de vue juridiques et RH. Je vous propose maintenant de regarder le point de vue d'un manager opérationnel qui a accompagné le transfert d'une population d'une entreprise vers une autre et qui va maintenant nous parler donc des aspects plus managériaux, opérationnels et business. Frédéric, est-ce que tu nous entends? Parfaitement bien. Justement, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et nous dire quels sont les objectifs business et opérationnels de ce type d'opération de transfert de personnel? Quels sont les principaux besoins en termes d'accompagnement des équipes en tant que manager? Comment as-tu vécu ça? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Catherine et Corinne, donc j'essaierai de ne pas les répéter parce qu'elles sont toutes parfaitement pertinentes. Il faut rappeler en fait que derrière ces termes de 1224.1, de transfert, il y a souvent une réalité économique et que ce qui guide ce type d'opération, ce sont avant tout des considérations économiques. Les fusions, les transferts visent à atteindre des tailles critiques, à réaliser des synergies. C'est un joli mot qui cache ce qu'on évoquait au début, du stress, potentiellement de PSE. Ça vise à mettre en place des accords de service, ça vise à créer ce qu'on appelle des utilities, donc regrouper des capacités techniques et humaines en un point pour servir différents clients. Donc il y a toute une variété d'objectifs, mais qui sont avant tout économiques. Et c'est la difficulté en fait de ce type d'opération, c'est qu'on doit concilier une approche économique des choses, qui est souvent assez top-down, avec une adhésion des équipes, des individus, des individualités, qui est en fait une approche totalement bottom-up. Et en fait, la réconciliation des deux ne se fait pas de manière complètement naturelle. Alors, il y a un outil pour ça, qui est le 1224.1, qu'évoquait Catherine, qui est un article à la fois simple dans sa lecture et complexe dans son application, comme le disait aussi Catherine, qui, vu d'un point de vue opérationnel, est un énorme atout, parce que c'est un article qui vise à protéger à la fois les salariés, qui ne peuvent pas se trouver privés de leur emploi, privés de leurs avantages sociaux, individuels et collectifs, donc les protège et facilite en principe leur transfert, et c'est aussi un avantage potentiellement pour les entités impliquées, que ce soit la société qui transfère son activité ou la société qui la reçoit, puisqu'en fait, un des objectifs est souvent de préserver ce capital social, ce capital humain, ce savoir-faire sans lequel en fait l'opération ne peut pas aboutir. Et on se retrouvera dans ce que décrivait Bertrand au tout début, dans les 80 ou 90% de taux d'échec. Donc l'objectif de l'accompagnement, en fait, c'est de créer une adhésion, c'est de créer une dynamique avant le transfert, pendant le transfert et après, parce que ça ne s'arrête pas au jour du transfert, bien évidemment. Et donc, c'est de fédérer des équipes, c'est de fédérer des individualités autour de cette opération. Il y a un point important, c'est que souvent, quand on parle de transfert, on tourne tout de suite son regard et son attention vers les équipes qui partent, parce que ce sont les premières concernées. Mais en fait, il faut apporter quasiment la même attention aux équipes qui restent. Parce que un transfert d'activité, ça revient à découper une entreprise, à faire en anglais un carve-out. Ça revient aussi à priver tous ceux qui restent de leurs collègues. C'est une dimension, comme disait Corinne, ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, c'est le fait qu'après le transfert, ils ne prendront plus leur café ensemble. Et puis aussi et surtout qu'ils vont devoir changer leurs habitudes opérationnelles. Ils vont passer d'une relation de collègues, parfois matérialisée par des SLA internes, à une relation parfois de client-fournisseur.
Et le monde change. C'est-à-dire que le rapport entre collègues n'est jamais le rapport entre un client et son fournisseur. Donc on doit apporter la même attention quelque part à tout. Ce qu'il faut arriver, c'est collectivement à faire partager les objectifs. Et encore une fois, les objectifs économiques peuvent pas se réconcilier avec les objectifs individuels. C'est d'arriver à créer un désir, malgré tout, si je peux dire, et c'est donc d'arriver à affronter les sujets, créer cette envie, expliquer et faire comprendre toutes les modalités pratiques. Celle qu'évoquait Corinne tout à l'heure, hein, la feuille de paie, la gestion des absences, le changement d'une mutuelle, enfin tout ce qui touche au personnel, au rapport personnel qu'on a à l'entreprise, mais c'est aussi de pouvoir expliquer comment vont évoluer les process opérationnels. Ça peut être tout aussi stressant, inquiétant pour quelqu'un de se dire, ben voilà, demain, comment vais-je travailler, avec quels outils, est-ce que je vais m'en sortir, tout simplement. Et donc, il faut accompagner cette entreprise. Tout ça passe par beaucoup de communication, beaucoup d'écoute et beaucoup de préparation. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Quels sont les leviers de réussite pour accompagner, d'un point de vue managérial, ce capital humain et le préserver? Alors, c'est une évidence, il faut communiquer, mais communiquer sur quoi et comment? Alors, pour moi, les différences d'expérience que j'ai, c'est que plutôt on communique, mieux on s'en porte. Souvent, ces opérations, en fait, elles ont toute une phase de secret, c'est-à-dire qu'il y a une petite équipe qui travaille autour, et puis à un moment donné, il faut sortir du bois et annoncer que, voilà, on a le projet, c'est généralement au stade d'un projet encore, puisqu'il faut passer par notamment les consultations des instances sociales, des institutions des IRP, mais on a un projet et il faut expliquer ce projet. Et ceux qui l'expliquent, ben, c'est souvent le patron, le manager ultime, le directeur général, il faut qu'il soit impliqué, c'est le DRH, et puis ce sont les managers opérationnels qui viennent expliquer en quoi consiste le projet, quels sont ses objectifs. Et il faut le faire avec le plus de transparence et de détails possible au fur et à mesure. Donc c'est une construction, parce qu'on ne sait pas tout dès le premier jour, et donc c'est une communication qui est absolument continue, et qui suppose d'être aussi à l'écoute et de comprendre. On communique collectivement, on fait des town halls, on fait des réunions de groupe, et puis on descend le plus bas possible pour pouvoir écouter les individus. Parce que, en fait, l'entreprise, c'est un mélange de collectif et d'individuel, et à un moment donné, pour que les équipes adhèrent au projet, il faut qu'elles comprennent ce qu'il y a dedans pour elles, individuellement, en positif et en négatif. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le négatif. Il ne faut pas présenter les choses comme... les gens ne sont pas des bisounours, hein, je suis désolé de l'expression, mais il faut présenter les choses et il faut affronter les problèmes avec courage, détermination et transparence. Il faut, ça c'est très important parce qu'encore une fois, les objectifs sont très top-down au départ. Il faut très vite associer le management intermédiaire, le management de terrain. Quand on fait un town hall avec un directeur général, un DRH, il y a des gens qui se lèvent pour poser des questions. Parfois peu, parfois beaucoup, ça dépend des cultures d'entreprise aussi. Mais ce qui est du ressort de l'intime et ce qui est du ressort des réticences s'exprimera plus facilement après, plus naturellement après, avec son manager direct, son manager de terrain, parce qu'on le connaît, parce qu'on a une liberté de parole. Et donc, les réticences, quelque part, vont venir à ce moment-là. Donc, il faut associer, c'est très important, les couches de management et vraiment le management opérationnel, le management de terrain est essentiel dans la réussite. Et pour ça, il faut les outiller, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire, écoutez, voilà, vous avez entendu la parole sacrée de votre président, il faut qu'elles-mêmes, ces équipes managériales, elles s'approprient le projet. Donc, on leur donne le plus de clés possible et qu'elles partagent le même niveau d'information. C'est absolument essentiel, c'est-à-dire que à partir du moment où on cache les choses, on crée de la rumeur. À partir du moment où on oublie d'associer le management opérationnel, on les met en situation potentiellement de se sentir un petit peu exclus du processus et à un moment donné, pour certains, de se mettre en travers, c'est-à-dire de les inquiéter eux-mêmes et que ces managers se retrouvent des freins au changement.
Et il faut ouvrir une communication écrite, il faut, c'est banal, mais que les gens puissent exprimer leurs questions, puissent trouver des réponses et qu'on homogénéise quelque part le niveau d'information de tous autour du projet. Et puis, il faut gérer les résistances. Ça, j'ai évoqué, les projets ne suscitent pas 100% d'adhésion le premier jour. Elles ne suscitent pas d'ailleurs 100% d'adhésion le dernier jour non plus. Mais en fait, il faut vraiment aller gérer les résistances. Il faut aller identifier, il faut aller les chercher, ceux qui sont en résistance, ceux qui sont les plus réfractaires. Et il ne faut pas penser qu'il n'y a que le top management non plus qui va leur faire changer d'avis. Donc, il faut se trouver des alliés. Et on trouvera toujours dans ce type d'opération des opérationnels, managers ou pas, qui ils voient le bon côté des choses et sont mieux capables que vous d'expliquer à leurs collègues, en fait, le bénéfice qu'elles pourront tirer de ces opérations. Derrière tous ces points de bon sens, quelque part, en fait, il y a souvent besoin de méthodes. Donc, ce sont des projets qui sont lourds, qui sont très engageants, qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, qui viennent consommer de la bande passante des équipes RH, des équipes légales, mais aussi des équipes opérationnelles. Donc, il faut savoir leur associer de la bande passante supplémentaire, parfois juste opérationnelle, et puis savoir leur apporter aussi de la compétence spécifique. Conduire un transfert d'activité, ça ne s'improvise pas, on n'est pas tous nés dans ces métiers-là. Donc il y a des cabinets qui font ça, il y a des méthodologies qui sont très utiles. Moi, j'ai eu l'occasion dans une des opérations d'être certifié ProSci. C'est une méthode parmi d'autres. L'intérêt de ces méthodologies, c'est qu'on peut les partager et qu'on peut, en faisant certifier ou pas tout le monde, mais en tout cas en donnant des éléments clés pour que chacun ait une communauté de mots, une communauté de méthodes et d'approches. Et ça me semble également très utile. Et alors, une fois que le transfert est réalisé, comment est-ce qu'on maintient la dynamique? Comment est-ce qu'on entretient cette dynamique auprès donc, de tous ses collaborateurs pendant les longs mois? Parce que vous dites que ce n'est pas seulement le jour J que le transfert se réalise et est terminé, ça dure ensuite pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On parle souvent des 100 jours et de la PMA. Comment ça se passe pour garder cet élan? Alors, je ne sais pas si 100 jours ils suffisent, en fait. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Un des points importants, c'est que, alors on a une variété là aussi de situations selon les opérations. On peut se retrouver à transférer une activité dans une structure nouvelle. Donc, le premier jour, les équipes arrivent quelque part dans un immeuble vide, se l'approprient, c'est leur, mais très souvent, elles rejoignent, même physiquement ou pas d'ailleurs, un groupe, une entité déjà constituée avec sa culture, avec ses habitudes. Et donc, le préalable, c'est d'avoir aussi préparé cette structure d'accueil à l'arrivée, quelque part, des nouveaux. Alors, dans les fusions, moi, j'en ai vécu quelques-unes de l'intérieur ou de l'extérieur en tant que consultant. Dans les fusions, il y a généralement, c'est jamais d'égal à égal, c'est bizarre, il y a toujours l'un des deux qui sent accueillir les autres, mais en ayant le pouvoir. Et donc, c'est important et difficile en même temps d'expliquer à ceux qui accueillent qu'ils vont avoir des nouveaux collègues et que ces collègues-là, il va falloir les traiter comme les autres. C'est une évidence, mais dans la vraie vie, c'est très compliqué. Je ne vais pas donner de nom ici, mais la plupart du temps, voilà, il y a une entité d'absorption et ceux qui y sont essayent c'est humain, de préserver leur position individuelle, leur rôle, leur culture. Or, ce qu'il faut bien, c'est arriver à mixer les populations à un moment donné et à faire que les cultures, quelque part, s'enrichissent plutôt que de se mettre en compétition. Ce qu'il faut aussi, c'est de manière très pratique que les personnes transférées rapidement évoluent dans un nouvel écosystème. Ça se matérialise par des logos, par des couleurs, c'est-à-dire que dans certains cas, les transferts d'activité ne s'accompagnent pas instantanément d'un transfert physique parce qu'on essaye de ne pas tout changer en même temps. C'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Si le lendemain du transfert, elles reprennent le même ascenseur dans le même immeuble pour aller au même étage, quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, elles doivent trouver un autre nom, une autre gamme de couleurs, se sentir avoir changé d'entreprise. C'est quand même absolument essentiel.
il faut que les outils qu'elles utilisent au quotidien ne soient plus les mêmes. Et puis, ce qu'il faut, donc ça, c'est je dirais des aspects très pratiques. Et puis après, il y a ce qui ne se voit pas, comme dit aussi Corinne, c'est le fait que peu à peu, on arrive à décloisonner. Et le 12-24-1 permet de transférer en un bloc toute une équipe d'un point à un autre. Il faut qu'ensuite, à partir de ce nouveau point, il y ait de la fertilisation croisée, c'est-à-dire que la nouvelle activité, elle bénéficie du support, elle bénéficie de l'intégration de salariés de l'entité d'accueil, et inversement, les salariés transférés, peu à peu, viennent irriguer d'autres activités dans l'entreprise. Donc il faut arriver quelque part à, en partie, dissoudre cette entité transférée, ces équipes transférées dans un ensemble différent, et à ce qu'elles se sentent elles-mêmes contributrices de l'évolution de leur nouvelle entreprise. C'est quelque part la vie naturelle d'une entreprise, mais moi j'ai vécu, enfin, dans ma toute première jeunesse professionnelle, je suis arrivé dans une filiale d'un grand groupe bancaire à l'étranger qui était lui-même le fruit d'une fusion entre deux entités du même groupe. 10 ans après, les gens savaient encore d'où venaient les uns et les autres. C'est ce qu'il faut absolument éviter, en fait. C'est que peu à peu, on parle tous la même langue, et je ne parle pas du français ou de l'anglais, mais en tout cas la même langue d'entreprise, et qu'on se sente tous les membres d'une seule et même entreprise. Et puis une toute dernière chose, c'est que il faut veiller à une grande attention aux personnes en situation d'échec dans ce type de situation. Parce que là aussi, on n'arrive pas à 100% de succès individuel, donc on a des personnes qui durablement peuvent ne pas bien se sentir à l'issue de ce transfert. Et donc là, c'est très souvent, c'est le rôle du manager opérationnel direct, et c'est le rôle de la DRH d'accorder cette grande attention et de se donner les moyens de résoudre ce type de situation. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce point de vue opérationnel et managérial. Catherine et Corinne, est-ce que vous voulez réagir à l'intervention de Frédéric? Écoutez, moi je peux que entendre la pratique, là où moi je suis plutôt en amont d'une opération et donc je vous vends davantage un projet avec l'assise juridique, mais je comprends effectivement la difficulté enfin là, c'est ce que viennent de dire tant Corinne que Frédéric me font prendre conscience de la difficulté en fait de ce qu'est une opération purement juridique pour moi en amont et en définitive qui devient vraiment, pour réussir, et j'entends les chiffres de Bertrand, beaucoup plus difficile. Donc il y a un rôle du droit, c'est certain, mais il y a vraiment un rôle fondamental des DRH, des patrons derrière, du dialogue social. Ça me conforte dans la nécessité de ce dialogue social, puis des entreprises qui peuvent, comme Cognizant, venir les assister. Voilà, c'est mon analyse aujourd'hui en entendant l'opérationnel qui parle derrière. Merci. Corinne, un dernier mot? Oui, pour ma part, je pourrais dire que alors, je pense que les opérations de transfert nous rendent très humbles par rapport à nos expériences, et je pense que cette humilité il est important de la garder quand on fait de telles opérations. Et puis considérer que c'est ensemble qu'on parvient au succès d'une intégration, et la collaboration étroite entre la direction générale, la DRH est très importante pour justement veiller à toutes ces à tout ce qu'il faut mettre en œuvre et tout ce à quoi il faut faire attention dans ces opérations. On arrive maintenant à la conclusion de ce webinaire. Donc, on voit que l'opération de M&A ou de transfert d'activité de personnel a des répercussions lourdes de conséquences sur le plan humain. Donc, si je reprends un peu ce qu'ont dit Catherine, Corinne et Frédéric, donc le salarié choisit ou ne choisit pas d'être transféré dans la nouvelle entité, dans le cas du 124.1 dont nous a parlé Catherine. Ses conditions de travail vont changer. Avantages sociaux, positionnement au sein de l'entreprise, environnement de travail, culture, vocabulaire. La plupart des aspects RH vont être modifiés. On observera aussi différents types de motivations selon la personnalité des collaborateurs, puisqu'on parle aussi des individualités, son avenir suite à l'opération, son positionnement dans la hiérarchie. Il faut accompagner le changement tant au niveau du groupe qui est transféré
que de l'individu, dont parlait Frédéric sur la fin. On en a un petit peu parlé, un petit peu moins, mais il y a aussi des bouleversements du côté de l'entreprise acheteuse qui accueille les nouveaux salariés et doit les intégrer. Les collaborateurs accueillants ont des nouveaux collègues qui ne partagent pas encore leur culture, ce que disait Frédéric, et avec qui ils vont devoir travailler de façon opérationnelle, puisqu'on est quand même dans une opération, en business, n'oublie pas, et des rivalités ne sont pas à exclure. Aujourd'hui, en 2021, le contexte crée de nouveaux défis. Transférer du personnel alors que le télétravail est devenu la norme implique un changement de comportement, un changement d'outils pour les managers et l'employeur. Comment est-ce qu'on accueille aujourd'hui, en 2021, un groupe de salariés, des nouveaux collègues, alors qu'on n'a plus cette notion de locaux, d'ascenseurs, de couleurs qui est aussi visible que le 19, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut créer ce lien indispensable dont parlait Frédéric, ce changement pour les collaborateurs? Un projet de transfert implique plusieurs acteurs, rien que pour traiter les aspects humains. Les avocats, les DRH, des deux entités, les managers opérationnels. Donc, si ces personnes ont un objectif final commun, faire en sorte que l'opération se passe bien, leur timing d'intervention, avant, pendant et après le transfert, et leurs objectifs intermédiaires nécessitent une animation et une coordination par une équipe projet externe aux deux entités et experte de ce type de projet. Si je reprends les expériences de Corinne et de Frédéric, la charge de travail est à la fois nouvelle pour la plupart des DRH et managers qui vivent une opération de transfert parfois pour la première fois, et elle est très dense, car ils doivent continuer d'assurer leur fonction opérationnelle en plus du transfert. Ces RH et managers qui sont en première ligne et à qui on demande pour la première fois d'assurer cette double fonction ne sont pas sans risque. Risque psychosocial par rapport à la charge de travail et aux décisions qui sont prises, parfois difficiles, et également le risque d'erreur ou de manque de temps, parce qu'ils n'ont pas toujours la compétence et l'expérience de ce type d'opération. Et donc faire appel à des consultants, aux experts auxquels faisait référence Corinne, permet de réduire ces deux risques. Parce que c'est le rôle des consultants que d'accompagner, de soulager, de conseiller ces équipes RH managériales. Les consultants apportent de la méthode, l'expertise, l'expérience, leur pragmatisme, leur recul sur l'opération menée. Et ils sont en plus capables de délivrer et de participer opérationnellement au chantier RH, de conduire le changement, surtout s'ils sont certifiés, comme le disait Frédéric, certifiés ProSite par exemple, tout en pilotant le projet sur plusieurs mois. Ils sont, si je peux me permettre l'expression, l'huile de coude indispensable entre les différents rouages du projet. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc je tiens à remercier chaleureusement Catherine, Corinne et Frédéric pour leur point de vue. Donc, merci pour vos retours d'expérience sur les différentes opérations que vous avez vécues souvent de l'intérieur. Nous allons prendre les 2 minutes qui restent pour répondre aux questions si vous en avez. Ouais, justement, il y en a une. Je reprends Aurélie. Hein, une question. C'est là pour vous, Corinne et Frédéric. La question c'est, eh ben, si c'était à refaire, si les opérations que vous avez menées étaient à refaire, alors, 3 petits points, qu'est-ce que vous auriez changé ou qu'est-ce que vous auriez fait différemment? C'est l'une des questions qui vous est posée là. Alors, Corinne ou Frédéric, choisissez dans quel ordre vous voulez. Commence. Frédéric, Corinne? Oui, moi, Ouais. tu veux y aller, Corinne ou... Oui, la question, et si c'était à refaire, moi je le referais, je le referais tout de suite, parce que en tant que RH, c'est le genre d'opération qui met vraiment, on l'a dit tout à l'heure en introduction, l'humain au cœur de tous les sujets. Et je pense que c'est le genre de projet où pour la première fois, c'était pas juste un mot marketing de parler d'humain, parce que ça devient finalement le nerf d'un processus de réussite. Et du coup, ça remet, me concernant, certains sujets en valeur, et ça explique aussi pourquoi j'exerce ce métier aujourd'hui. Donc, les opérations de transfert, c'est des opérations du point de vue des ressources humaines, extrêmement précieux. Frédéric, si c'était à refaire. Moi, au vu des différentes expériences, je pense qu'il faut essayer, et c'est difficile, mais
d'augmenter le nombre d'interactions, de contacts, d'échanges entre les équipes transférées et leurs nouveaux collègues. Quand on regarde les fusions, par exemple, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on rentre dans un an de workshop au cours desquels chacun va montrer à l'autre en fait qu'il fait mieux son métier que l'autre pour pouvoir prendre la main. Quand on part dans des opérations de pur transfert, on peut se retrouver avec des équipes qui arrivent dans une nouvelle entité, encore une fois un petit peu vide, et qui finalement vont mettre du temps avant de croiser physiquement ou professionnellement dans leurs activités leurs nouveaux collègues. Et je pense que ce qui peut faciliter les choses, c'est, on parlait tout à l'heure du télétravail avec Aurélie, le télétravail renforce encore cette difficulté d'intégration, mais c'est donc de faciliter le fait que les gens se voient, se rencontrent de manière très informelle et apprennent à se connaître le plus tôt possible. Parce que, qu'on le veuille ou non, le transfert, le jour du transfert, c'est quand même une plongée un peu dans l'eau froide, donc c'est quand même mieux d'avoir mis le pied dedans avant. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, on arrive à la fin du webinaire, comme tu le disais Aurélie. Donc, je tiens aussi à vous remercier pour vos contributions et vos interventions. C'était, je pense, très intéressant pour tout le monde. Mais donc, merci Catherine, merci Corinne et merci Frédéric. Donc, on vous fera passer l'enregistrement et puis éventuellement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour aborder ces questions qui sont effectivement très complexes, finalement, puisque la matière humaine se veut être au centre. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse simple, il y a beaucoup de questions que ça soulève, donc on a besoin on peut pas faire cette opération seul en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.